Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, dans la section veille, on vous parle de plein de choses comme d'habitude. Dans le dossier de cette émission, on le consacre à la prise de poids des pages web en 2014. Dans la Toolbox, on vous parle de Responsive Web Design. Dans la zone 404, on a tout un tas de superbes démos techniques. Mais avant, j'accueille Teddy. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va? Ça va. Bon, alors c'est parti pour la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, Teddy nous parle de Ruby 2.2. Ouais. Raconte-nous ça. Ruby 2.2 qui est sorti le jour de Noël, Un beau cadeau. comme il l'avait prévu en plus. Cool. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Ruby 2.2? Pas mal de choses, donc beaucoup de choses un peu entre guillemets anecdotiques, hein. Ouais. Mais surtout il y a un truc qui est important et que la communauté trouve très important, c'est notamment dans Ruby on Rails, la prochaine version majeure nécessitera, requerra. Cette version de Ruby parce qu'il y a le garbage collector qui prendra en compte les symboles maintenant. Ah, Donc les symboles en Ruby, pour faire simple, hein, on va dire c'est des variables, d'accord. mais qui n'étaient pas concernées ou qui n'étaient pas Qui n'étaient pas pris en vidées charge par par le le garbage collector. garbage collector. D'accord. Donc mine de rien, ça va grandement améliorer, Ça amoindrir l'empreinte mémoire du truc, ouais, bien sûr. de tous les projets Les Ruby. projets Ruby, ouais. Et notamment Ruby on Rails. Voilà. Oh, bah ça c'est cool. Il y a d'autres choses, hein, il y a des fonctions qui ont été rajoutées sur les tableaux, sur plein de choses, vous irez voir pour ceux qui s'intéressent. Mais voilà, c'est quand même une grosse update et qui va permettre de faire Ouais. des économies de mémoire. D'accord, donc on était en 2.1 et on est passé en 2.2, c'est ça? C'est ce que j'ai l'impression de dire. Ce qu'il y avait avant, mais oui, ça devait être la 2.1, il me semble. Ok, Voilà, donc c'est pas une énorme mise à jour, sauf pour le garbage collector. cool. Et ben écoute, on enchaîne avec du JavaScript cette fois-ci, et c'est un petit document Medium qui a été rédigé par un architecte logiciel qui nous propose un petit essai sur comment lui voit la composition des applications en JavaScript. Donc il nous explique voilà, comment il va architecturer tout ça, comment il pense qu'il faut organiser ça. Donc c'est illustré, c'est pas mal axé mobile, faut être clair, mais en JavaScript, donc on est tout droit dans la direction des applications hybrides, ce qui je trouve assez intéressant. Et donc voilà, donc c'est un document qui a eu pas mal d'écho vis-à-vis de la communauté des développeurs mobiles notamment, parce que ça s'appuie notamment sur ECMAScript 6 et son support dans ECMAScript 5. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est en anglais, c'est documenté, c'est illustré, donc il y a des images pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Après voilà, il explique comment gérer le problème offline, etc. Donc allez regarder ça si vous faites des applications mobiles hybrides ou des applications mobiles ou des applications web en JavaScript. C'est un bon résumé de ce qu'on pourrait voir apparaître en 2015. Je sais pas si tu l'avais lu ce document toi. Pas du tout, mais je vais aller le lire du coup. C'est vrai, Il y a pas mal de il a ressources, l'air hein. d'être bien écrit. Ouais, illustré, là, il a l'air ça a été fait sur Medium, donc c'est vrai que c'est des contenus un peu. Oui, un enfin, peu tu peux très bien faire de la merde sur Medium aussi. Ouais, tu non, vois. mais c'est vrai que, enfin, moi, j'en vois pas souvent quand même. Enfin, je sais pas si toi t'en as déjà croisé, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que Medium file pas mal. Au bout d'un moment, c'est un peu nul. Mais non, parce que c'est ça, t'en as entendu parler, parce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé bien, qui l'ont Ouais, partagé. ça m'aurait. Sinon, moi je peux y aller, je peux faire un article sur Lady Gaga, tu vois. Je sais pas. Tu pourrais faire ça? Non, mais Ouais, non, mais t'as peut-être raison. Ouais. Peut-être que. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était leur positionnement, mais. Bon, allez, on enchaîne avec du Rails cette fois-ci, pour changer du Ouais. Ruby. ouais, bon là, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que c'est deux nouvelles releases, la 4.1.9 et la 4.0.13. Ouais. Voilà, nouvelle release, sachant que maintenant ils vont travailler sur la version 5 de Rails. D'accord. Et que surtout la branche 4.0 ne sera plus supportée. updatée. Ouais, exactement. D'accord. Donc même plus de bug fix.
Non, voilà. À Donc, part c'est- les. Je pense qu'il y aura encore les security fixes. Enfin, je me rappelle plus exactement de la politique. Mais voilà, maintenant, ils l'ont dit depuis un bout de temps, hein, c'est que ils supportent la version en cours et Ah oui, non, non, la c'est prochaine. bien la dernière version de la branche 4.0. Il me semble, hein. Ouais, Donc non, après, c'est ce qui est écrit, donc a- ouais, pas de souci. après, très probablement, il y aura des security fixes qui seront portés, mais Ouais, mais peut-être pas par eux, peut-être par la voilà, ouais. communauté, Mais de etc. toute Mais façon, eux, ils le entre prennent pas en compte. 4.0 et 4.1, il n'y a pas énormément de différence. Ouais, donc Autant autant se être mettre en à jour. 4.1. Voilà. Et donc ça, c'est des versions de Rails en fait, qui d'ailleurs sont assez, enfin, qui collent avec celle de Ruby. Comment ça marche? Ah non, parce que c'est 2.2 Ruby, rien à voir. Pardon. Ouais, ouais. Non, non, t'as raison. Non, c'est Excuse-moi. vraiment complètement séparé, hein. C'est deux choses assez indépendantes. Voilà. Ok, très bien. Mais écoutez, moi je vais continuer avec un autre document qui cette fois-ci est dans Google Doc. Et c'est un guide pas à pas pour nous expliquer comment migrer un site en HTTP vers un site en HTTPS. Alors vous savez que depuis peu, Google favorise les sites qui sont en HTTPS complet. Et On sait pas à quel point encore. on ne sait pas à quel point, on sait qu'ils Ouais. sont. Enfin, en tout cas, dans les guidelines, c'est écrit. Enfin, je crois que c'est noté dans les guidelines comme quoi c'est recommandé de tout mettre en HTTPS. Ouais, Enfin, moi, c'est ce que Après, on ne sait pas si c'est vraiment si ça a beaucoup de poids ou autre. à mon avis, ça n'en a pas beaucoup en attendant vrai, que les gens les fassent. Ah, peut-être, tu crois que. Ouais. Ouais, mais bon, si ça n'a pas de poids, les gens vont pas le faire. C'est un peu. Tu vois. Donc, à quel point ça va avoir du poids? Ça, on n'en sait rien. Il faudra voir avec les référenceurs. En tout cas, si vous avez l'ambition d'être proche des guidelines de Google, je vous propose ce petit lien que vous avez dans les notes de l'émission qui vous détaille pas à pas toutes les choses à vérifier pour passer un site de HTTP en HTTPS. Il y a pas mal de petites choses à faire pour le traiter. C'est assez complet. Cette fois-ci, c'est pas très illustré. Par contre, il y a plein de codes d'exemple. Donc, voilà, si c'est un projet que vous avez en tête, utilisez cette petite ressource parce que vous éviterez certainement des erreurs un petit peu que vous pourriez commettre si vous ne posez pas toutes les bonnes questions. Est-ce qu'on enchaîne avec un article au titre un petit peu provocateur, n'est-ce pas Teddy, qui sont les 10 conseils pour devenir un meilleur développeur? Raconte-nous ça. C'est un article de Christophe Ruppel Ouais. qui a compilé 10 conseils. Bon, c'est tout en anglais, hein, mais Ça va, c'est court. c'est relativement accessible. Et voilà, donc c'est 10 conseils d'une manière générale, hein, c'est même pas spécialement technique. Tu vois, c'est Ouais. pas tiens, va Non, apprendre du AngularJS ou lis le code des autres. Enfin, si, il y a ce conseil-là, lire le code des autres. Mais voilà, c'est vraiment, c'est presque 10 conseils pour la vie du développeur, quoi. c'est D'une clair. manière Ouais. générale. Et voilà, donc tous les conseils sont assez pertinents, hein. Ouais, il y a des choses un peu évidentes, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y en a pour tout le monde, quoi. Aussi Ouais, bien des ouais. débutants que des gens qui se seraient un peu éloignés du code et qui veulent pourtant rester dans un Voilà, un là univers typiquement, voilà, technologique. les conseils 4 et 5. Le 4, c'est C'est- lire le code des autres. Et Ouais. le 5, c'est construire des sites. C'est-à-dire, faites-le, quoi. Faites Voilà, pas c'est juste ça. que Faut pas juste conseiller ou lire accompagner. des articles, etc. Faut pas juste écouter à des debug room, faut aussi aller lire les articles aussi en derrière et faire, puis hein. refaire les exemples, C'est clair. etc. Typiquement, hein, c'est quand on a une techno qui nous intéresse, et ben, on fait un petit moteur de blog avec. Ouais, on essaie de On faire. sait exactement ce qu'il faut faire, il n'y a pas de challenge technique Non, autre que la techno en on les- elle-même. I guess. Oui. Voilà, donc c'est juste pour les. Je pense que c'est un peu pour tout le monde. C'est clair. Et C'est puis, en beaucoup cette pour période de les- nouvelle année, c'est toujours intéressant Oui, de, voilà, c'est un peu. de se remettre ses fondamentaux en mémoire. Ça peut faire les bonnes résolutions de l'année. Pour les développeurs. C'est clair. Bon, ok. Alors, nous, on va continuer avec un truc à toi, qui sont les 45 conseils en JavaScript que tu nous as trouvés. Ah, c'est même pas des conseils, c'est plus général, c'est D'accord. des trucs et astuces et des bonnes pratiques. Donc là, c'est un peu pareil, c'est pour les débutants et les confirmés. Il y en a un peu de tout. Voilà, donc au début, c'est vraiment débutant, hein. C'est typiquement le deuxième conseil, c'est vaut mieux utiliser le triple égal plutôt que le simple, enfin le double, Le double égal. double égal. Donc bon, généralement, on sait pourquoi, mais c'est pour vérifier et la valeur et le type Et le des deux type, variables. absolument. Mais voilà, il y a plein de petits conseils comme ça, et plus on avance, sur mine de rien, il y en a 45, hein, donc effectivement, les premiers 10 sont un premiers, peu, les 15 premiers sont assez basiques, Ouais. mais après on arrive dans les choses plus intéressantes. Donc c'est en anglais, mais c'est beaucoup du code, hein. Parfois Oui. même le point abordé, il y aura juste du code dedans, il n'y aura pas d'explication. Ouais, il y a juste un. Il y a juste peine un, narratif. voilà, juste un Ouais, il y a bon juste, exemple. par exemple, comment
mettre à la fin Comment assembler rajouter deux oreilles les uns à la suite des autres. Donc voilà, il y a juste un exemple de code sur comment bien faire. J'imagine que c'est un peu Ouais, ça c'est la le bonne but du pratique truc. pour le faire, en fait. Effectivement. C'est la Et meilleure façon de c'est faire. du JavaScript et pas du jQuery. Non, Et ça, on aime bien. c'est vrai, c'est JavaScript à la vanille. Et voilà, donc allez le parcourir hein, pour les développeurs confirmés, pour les débutants, allez l'apprendre par cœur. Comme ça, au moins, vous ne serez pas déçus. C'est exactement. Nickel. Bon, alors on va continuer avec un petit sujet autour de Symfony J'en ai entendu parler de ça. ouais, qui nous dit il y en a marre que vous débuggiez avec des Vardom dans tous les sens. Donc, ils nous ont sorti un. Alors, c'est dans la version 2.6 de Symfony que ce truc-là, ce composant est sorti. Et je parle évidemment du composant Vardumper qui va nous permettre de balancer tout ça dans la console et de bugger ça de manière un tout petit peu plus intégrée dans Symfony, ce qui est quand même un peu agréable. Alors voilà, ça nous met. Il y a une action dump qui est rajoutée aussi bien disponible dans les contrôleurs que dans les templates Twig. Donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que on a l'habitude quand même de faire ça. Enfin, je veux dire, on va dumper une variable pour voir ce qu'il y a dedans, c'est quand même classique. Alors quand évidemment le top c'est d'utiliser Xdebug et de tracer ça comme de faire du profiling et du pas à pas. Mais on n'a pas toujours Xdebug, on n'a pas toujours le temps, pas toujours tout. Bon, il y a toujours plein de raisons pour pas le faire. Donc voilà, du coup ils se sont dit bon, vous utilisez Vardom, vous avez l'habitude de le faire, et bah nous on va vous filer un outil pour le faire de manière intégrée et un peu plus performante avec l'écosystème Symfony 2. Donc voilà, il y a plein d'exemples de code sur comment l'exploiter, etc. Vous trouverez d'ailleurs aussi d'autres articles de blog qui illustrent comment exploiter ce composant. Mais voilà, je trouvais ça cool que Symfony s'oriente aussi vers Ouais, parce la coup de main. que dans Symfony 2, ils ont vachement séparé les éléments en composants, Oui. un peu indépendants. Absolument. Et du coup, je sais pas s'ils expliquent dedans comment tu le. Ah ouais, d'accord. Donc, T'as installation, installée via Composer. Donc, ouais, déjà, il faut que tu aies Composer. Ouais. Après, il faut que tu Sinon, utilises peux le Git officiel. Ouais, c'est quand même pas ultra. Bah, ça c'est de l'installation standard de bundle Symfony en fait. C'est c'est Ça vraiment. aurait pu être sympa de l'utiliser dans WordPress, par exemple. Parce que Ah. autant dans Drupal, il y a le module, je sais plus comment il s'appelle, mais T'as déjà un module qui permet de faire ça. développeur, je crois qu'il s'appelle. Voilà, qui le fait, qui est bien, mais dans WordPress, je n'en ai pas trouvé. Quoi. Ah. Il y a le plugin Debug Bar, j'ai jamais compris comment il fonctionnait. Et je trouve que une fois que tu as compris comment il fonctionne, c'est pas génial. Ouais, je sais pas s'il peut s'extendre. Je vais pas trop regarder. Mais écoutez, si vous avez des Ouais, bons plugins de debug sous WordPress, on est preneur parce que c'est vrai que après, ça aurait été c'est bien. toujours utile. Ça m'aurait grave intéressé, le dump enfin, le Vardumper de Symfony, si on pouvait l'intégrer facilement dans n'importe quel projet. Ça, si Ah, je pouvais le mettre dans WordPress, ça m'intéresserait. Je vais aller regarder ça. Oh, jeter un petit coup d'œil. Bah, écoute, Si je trouve une solution, je t'en parlerai. Yes, on offre un petit dossier. Ouais. Avec plaisir. Allez, on enchaîne avec JS Garden, Teddy. Qu'est-ce que c'est C'est ça Je t'avouerai que je sais plus. Ah si, oui. Bah, là, c'est un peu comme les 45 types and tricks dont on a parlé il y a deux sujets. D'accord. Sauf que là, c'est beaucoup plus documenté. Là, c'est plus des bonnes pratiques. C'est presque des design patterns. Donc, ils sont très expliqués, très documentés. Bon, c'est encore en anglais. Hein. Mais voilà, c'est. Il y a quoi? Il y a 50% de code dans l'anglais, c'est ça? Ouais. Un document est quasiment que du code en fait. Ouais, mais bon, voilà. C'est juste que c'est plus. Ouais, comme je disais, c'est comme l'article d'avant, sauf que là, c'est beaucoup plus expliqué, c'est beaucoup plus touffu. Et là, on parle pas un peu plus pour les développeurs avancés cette fois-ci. Ouais. C'est un peu moins, il y a moins de trucs débutants. Hein. Clairement. Et puis là, c'est participatif aussi. C'est hébergé chez GitHub et chez. D'accord, donc on peut contribuer si on a envie de rajouter des choses ou de corriger des Et là, c'est peut-être plus pour les débutants, mais voilà, typiquement. Dans le sujet d'avant, c'était comment on compare des variables. Et là, par exemple, on nous explique la boucle for in, ou alors comment this work, enfin fonctionne plutôt. Comment le pointeur this voilà, fonctionne. C'est ça. Donc c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus de l'explication. Ouais, c'est un peu plus dans le fonctionnement interne, dans les rouages internes de JavaScript. Et encore une fois, c'est du JavaScript natif. Ouais. À la vanille. Et voilà, donc je conseille aux débutants d'aller lire et de confirmer, d'aller jeter un coup d'œil. Il y a peut-être des choses qui
Bon, je suis Je sûr sais qu'il y a pas trop. les closures et les références, c'est pas dit que tout le monde soit à l'aise avec. Ouais, voilà. Donc là, l'avantage, c'est que pour le coup, c'est vraiment bien foutu, c'est assez précis. Yes, non, c'est cool. Bon, bah très bien. Allez, on continue avec des animations cette fois-ci, et c'est toi qui nous parles de la nouvelle DevTool de Chrome pour les animations. C'est C'est ça? moi qui parle de. Ouais, c'est toi qui parles de ça. Bah, je. Un nouvel outil pour les motion designers. C'est quoi? Ah, bah si, ouais, non, c'est juste le site que j'ai pas reconnu. Euh, Si, en fait, alors là, c'est un truc tout bête, mais c'est dans les. Alors, c'est encore que dans Chrome Canary, il me semble. Oui, Oui, bah oui. Et en fait, c'est dans la petite box style qu'on a sur la droite quand quand des on ouvre Chrome un sélecteur DevTool, ouais, d'éléments. tout à fait. On a Ceux un qui sont en slider. vidéo, vous voyez de Ouais. quoi on parle en vidéo. On a un nouveau slider au-dessus de tous les styles spécifiques à l'élément qu'on a sélectionné, Ouais. qui va être, qui s'appelle animation. Et on peut sélectionner le temps en fait. Alors c'est compliqué à expliquer comme ça, je trouve. Ouais. Mais grosso C'est pas modo, la vitesse à laquelle contrôler la l'animation a vitesse. lieu. Voilà, c'est ça. C'est là on contrôle la vitesse à laquelle les animations ont lieu. D'accord. Et du coup, ça va être vachement utile, enfin très utile, pour les motion designers. Parce qu'ils pourront vraiment voir comment se décompose leur animation. Dès qu'on fait, alors oui, effectivement, ça sert à rien si tu fais juste un fade sur une div. C'est Mais clair. dès que tu fais des animations plus complexes avec des enchaînements d'éléments ou des éléments qui démarrent pas de façon synchrone, Ouais. ou qui démarrent une fois que l'autre il est à la moitié pour faire un effet sympa. Quand c'est à la vitesse réelle, si l'animation elle se fait sur une demi-seconde, quand c'est à vitesse réelle, on voit pas grand-chose. C'est clair. Mais alors là, du coup, on peut, Si tu l'as on peut réduit à un quart, un dixième. Voilà, c'est ça, un dixième, mine de rien, ça fait au lieu Ça de ralentit. une demi-seconde, ça fait 5 secondes. Et du coup, là, on voit vraiment comment se décompose avec Ouais, on est l'animation. balèze en maths, nous. Ouais. Donc, on voit vraiment comment se décompose l'animation et on peut vraiment la débugger, tweaker, ouais, ou la ultra affiner précisément, correctement. Ouais, donc très, très intéressant pour les motion designers, sachant qu'avec notamment le material design, on a beaucoup de petites animations un peu dans tous les Qui sens. se rajoute, ouais, bien sûr. Ouais. Et je Du pense coup, que c'est un pas mal outil qui va d'avoir être, la très possibilité utile, de les contrôler parce qu'on va toujours avoir des points là-dessus. Petite note de l'auteur qui dit que maintenant Firefox propose Oui, aussi, également un outil dans la même veine. On a depuis très récemment en fait. Ouais. Donc voilà, donc si Firefox également se dirige dans cette direction. Alors, et on va conclure avec les meilleures démos de Codrops. Merci. Ouais, alors Codrops, c'est un truc enfin, c'est un. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Enfin, grosso modo, c'est un site, hein, on va dire ça, mais derrière, c'est des. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est derrière, il me semble que c'est un groupement de freelance Ouais, américains. d'accord. Mais voilà, c'est le site habituellement, c'est timpanus.net/codrops. Ouais. Et c'est un site où très régulièrement ils font des démos de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tous les trucs dont on parle tout le temps, CSS3, HTML5, Ouais, les canvas, etc. Ouais, des SVG, des trucs comme ça. Ils font Ça, des c'est démos. Codrops, on est d'accord. Ouais. Ils font des démos depuis très très longtemps. Et donc, je vous engage à aller les voir. Mais c'est juste que là, je voulais en parler spécifiquement parce qu'ils ont fait une sorte de best-of 2014 de leur démo. Ouais. Et donc on peut aller voir, hein, il y a des trucs qui sont super sympas. Il y avait notamment je crois que c'est vers la fin, une démo sur des effets de hover sur des images ou des textes. D'accord. Et qui sont super sympas, qui sont très dynamiques, qui sont très, Ouais, qui donnent envie, qui sont quoi. très jolis. Et que ouais. On voit clairement que derrière c'est un designer qui l'a fait. Tiens, ouais, voilà, tu peux cliquer dessus, on va aller voir. Et à chaque fois, donc pour chaque démo, donc on peut voir en direct ce que ça fait. Et on a l'explication technique de comment ça a été fait, comment ça a été construit, etc. Donc pour ceux qui veulent aller voir comment ça marche, qui veulent se former un peu sur ce qu'on peut faire maintenant, ou même ça peut servir d'idée pour d'inspiration pour voilà, ses propres projets ou ses propres clients. pour les graphistes. Et puis après, vous savez, vous pouvez, vous en tant que développeur, vous pouvez dire, bah regarde, aujourd'hui on peut faire ça, et puis vous savez que derrière c'est possible parce qu'on vous explique de façon très didactique dans l'article qui est associé à chaque démo, comment ça fonctionne, quelles sont les technos utilisées, etc. Là, on voit les démos et... après, là, vu que tu enregistres en même temps l'écran, effectivement, c'est un peu... C'est un peu lent, ouais, non, c'est clair, ouais. Mais chercher l'article, en fait, qui explique comment généralement, c'est tout en haut. Ouais, là.
Ah oui, d'accord, back to the color particles. Parce que du coup, moi, c'est vrai que c'est ce genre de choses où la première chose dont je me méfie, c'est de me dire, ok, alors, à quel point c'est compatible ce truc-là, parce qu'il y a quand même un paquet de trucs super sympas Ah oui, que tu peux pas faire parce que du mais coup, là, il faut supporter des voilà, vieilles faut versions de toujours faire attention navigateur. à ça, mais là, typiquement, c'est un effet d'over. Donc, tu dis, avec Modernizer, tu vois, c'est assez simple de vérifier si tu as les technos que tu as besoin. Ouais. Et si elles y sont pas sur le navigateur en cours, entre guillemets, Yes. eh ben, tu fais juste un display none, tu vois, un fail ou un truc Ouais, comme ça, tu vois, en tu JavaScript. fais un petit, Tu vois, c'est une petite clairement, dégradation gracieuse. Et puis ça à arrive. mon sens, voilà, c'est pas grave si les types qui se trimballent avec un vieux navigateur, ils ont juste un fail, tu vois. Même, tu vois, carrément un toggle display, et puis Carrément. on s'en fout, quoi, je veux dire. Là, c'est dommage, en vidéo, on voit pas les effets, mais c'est vraiment, c'est bluffant, en fait. C'est D'accord. vraiment joli, je sais pas comment, c'est classe, en fait. Ouais, d'accord, ouais, c'est C'est-à-dire, ça élégant. part pas dans tous les sens, ça fait juste un petit effet, ça se fait super vite, Oh, c'est si, on des voit effets quand qui ont même. des sens, quoi. Voilà. D'accord, ok, bon bah c'est cool. Donc du coup, si vous avez envie de... Soit de bonnes idées à proposer à vos graphistes tout en étant sûr que derrière vous saurez le Ça va le reproduire. reproduire, bien sûr. Soit si vous voulez vous former sur des vrais cas d'utilisation pour utiliser les nouvelles technos, voir comment c'est fait en CSS, etc. Voilà, c'est un très bon truc. Ouais, et Yes. c'est un très bon. C'est une très bonne source d'inspiration, quoi. Ouais, clairement. Ça D'inspiration marche. et de défis techniques À relever. à relever. Ok, super. Bon, bah écoute, merci. Ça conclura la section veille et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, on vous parle de la prise de poids des pages web en 2014. Alors voilà, comme on est début 2015, on s'est dit qu'on allait faire une petite rétrospective de 2014, mais comme voilà, on n'a pas été, on n'est qu'en lancement encore, on s'est dit voilà que on allait s'appuyer sur le site d'httparchive.org qui nous propose des statistiques sur le poids des différents éléments d'une page web, tout ça historisé dans le temps. Donc en gros, voilà, on a pris depuis janvier 2014 jusqu'à janvier 2015, donc en gros toute l'année 2014, et on constate, alors les premières informations, c'est que le poids moyen d'une page web, c'était alors on y va, en 2014, début 2014, en gros 1 méga 6, 1 méga 7, c'est ça, et que ça a évolué jusqu'à quasiment 2 mégas, hein, parce que 2000 kilobits. Quasiment 2 mégas alors attention, c'est des kilobytes, alors j'ai pas fait gaffe, mais je suis pas sûr que ce soit des octets, c'est peut-être que des bits. Bon, il y a peut-être une finesse entre les. Ah non, c'est en octet. Hein. Ouais, ouais, je crois que le B majuscule, c'est effectivement c'est des bytes, et donc du coup c'est des octets. Ouais. Donc du coup, Ils vont pas parler en bits, c'est personne qui parle en. bah c'est les débits qui sont tenus en bits. Ouais, Les non, bits, c'est, enfin bon, peu quand importe. tu parles de poids, tu parles du poids. Ouais, normalement c'est plus en octets, je suis d'accord. Donc du coup, ouais, on a quand même pris 500 kilo-octets en un an. Donc en gros, en moyenne sur toute le poche, ce qui n'est pas délirant. Hein. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, le nombre total de requêtes est resté à peu près stable autour des 95 requêtes. Donc pour afficher une page web, en 2014, en moyenne, il fallait 95 requêtes HTTP pour avoir tous les éléments, donc évidemment le HTML, les JS, les CSS, les images qui vont avec, éventuellement les vidéos. Vous imaginez un petit peu l'idée. Et après, donc, il va découper un peu. Donc, on constate que par exemple, les requêtes HTML, la taille du HTML n'a pas sensiblement augmenté. On passe de 56 kg à 59,60. En un an, en gros, il ne s'est rien passé. Enfin, je veux dire, il n'a quasiment rien changé. Pareil sur le nombre de requêtes. Ça a un petit peu baissé. On passe de 10,3 à 9,7. Bon, une requête. Et en gros, il y a une requête il y a même pas il y a une demi-requête en moins. Ce qui est pas très significatif. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est peut-être ce graphique-là, c'est qu'en gros, la taille du JS a quasiment pas bougé. C'est-à-dire qu'on est en moyenne 272 kilooctets de données de JS transférés par page, et en fin 2014, on est à 295. C'est quasiment la même chose. Et moi, je pensais que ça aurait vachement augmenté, en fait. Je pensais que ça aurait explosé. Ce qui veut dire que du coup, probablement, l'explosion a déjà eu lieu avant, en fait. Bon, on va regarder ça après. Ouais, on va peut-être regarder après, mais c'est vrai que moi je pensais que ça augmenterait. Par contre, ça, je suis surpris de ça, moi. Enfin, vraiment, là, si on regarde la taille des CSS, elles ont pas explosé, mais elles passent de 46 kilooctets à 58.
Donc elles ont vraiment fortement grossi. Moi, je pense parce qu'on utilise de plus en plus Bootstrap. Alors, moi je pense que c'est ça aussi, c'est vrai que je pense que ça aide, mais tu vois, c'est la taille, c'est quand même. En même temps, tu as la taille qui a augmenté, mais tu as aussi le nombre de requêtes qui a pris 1. Qui a pris 1 aussi, ouais. Donc est-ce que c'est ça, lié au framework? Moi je l'analyserais comme ça, je suis d'accord, du Bootstrap ou autre, mais c'est vrai que du coup, voilà. Pareil, alors là les images, pas de surprise, ça augmente. Ouais, ça augmente un peu, hein, ça c'est sûr que. C'est à cause du Retina, tout simplement. Bah, du Retina, est-ce que le responsive va pas jouer un peu aussi? Non, et puis. Si, ça rentre dedans, parce que du coup, tu prends des images, parfois tu prends des. Pour certains cas, tu affiches exactement la même image, peu importe le cas, et puis du coup, elle est grosse, là où ça devrait être du mobile. C'est clair. Donc ça a augmenté. Alors en gros, hein, il y avait quoi? Il y avait 1 méga, un tout petit peu plus d'1 méga en début 2014, et on arrive quasiment à 1 méga 2, 1 méga 3 d'images en plus. Donc moi ça me surprend pas, c'est vrai que les sites sont plus illustrés, enfin tu vois, il y a quand même plus d'utilisation d'images. Moi ça me choque pas. Alors les requêtes flash, alors là c'est intéressant. En gros, on avait, alors ça j'ai du mal à interpréter, hein, je vais être clair avec toi, je sais pas trop. En gros, on voit qu'en fin 2014 ça s'effondre, donc en moyenne on était à 74-75 kilooctets de flash en moyenne par site, par page de site. Et puis vers la fin 2014, ça s'effondre complètement, donc on plonge jusqu'à 62. Ouais, après, là, en voyant la taille, tu vois, on parle en kilooctets, à mon avis, c'est juste les pubs, tu vois. Ah, peut-être que c'est que les... Tu crois que c'est les pubs? Ouais, c'est possible. De toute façon, il n'y a plus que les pubs qui utilisent le flash quasiment. C'est possible. C'est vrai qu'il y a que ça. Tiens, regarde, ça c'est rigolo. Les tailles des fontes. Ah oui, ça. Ça c'est fou comme ça a explosé. Hein. Donc les mecs ils n'arrêtent pas. Enfin, il y en a de plus en plus. Donc on passe en gros de 50-55 kilooctets début 2014 et on monte jusqu'à 78. Bah ouais, avec les fontes au somme et autres. T'en as d'autres en tête, des exemples de librairies qu'on utilise en fond, qu'on utilise pas mal pour les icônes par exemple? Est-ce que. Bah ouais, il y a Fontosum, Fontello, je crois. Glyph aussi. Ouais, après. Mais toi, tu crois que c'est ça? Moi, je veux bien croire. Hein. Après, est-ce que c'est pas aussi le fait que. Ça, parce que on voit aussi que le nombre de requêtes, on est passé de plus de 1 à quasiment 2. Donc clairement, tu as la fonte pour le texte. Et qui potentiellement, en plus, ne fait plus que les caractères anglais, mais fait peut-être tous les caractères imaginables. Exactement. Et bah ouais, Fontosum, quoi. La fonte d'iconographie, quoi. Clair. Ouais, c'est clair. Donc après, il y a toutes les requêtes autres où là, bon, ça fluctue, un coup ça monte, un coup ça descend, mais en gros, il y a toujours à peu près entre 140 et 150 kilooctets de données autres. Alors, ce serait intéressant de savoir ce que ça veut dire données autres. Super. Bon, mon navigateur il n'y arrive pas, désolé. Bon, le nombre de connexions TCP, on voit qu'au début il ne les traçait pas. En gros, on est entre 37 et 40 connexions TCP, ça n'a quasiment pas bougé. De toute façon, pour le coup, c'est lié à tout le reste. C'est clair. Le page speed, qui lui a quasiment pas bougé. Le score page speed moyen est toujours à 78 pour une page. Ouais, parce que tout simplement, ça commence à être compliqué d'avoir plus que ça. Quoi. Ouais. C'est vrai que quand tu veux plus que ça, il faut commencer à vraiment travailler juste pour ça. Quoi. Ouais, il faut bosser un peu, c'est clair, faut le faire. En gros, quand tu fais pas trop attention et que tu codes à peu près dans l'état de l'art, t'arrives facilement. Ouais, voilà. T'arrives à peu près à 80 sans trop forcer. Et puis, toi, dès que tu serialises, tu minifies, tu fous un bout de cache, t'arrives assez rapidement à 80. Voilà, mais effectivement, disons que 78, c'est. Enfin, 80, entre 80 et 70, c'est vraiment le minimum. C'est le standard. En dessous, ça veut dire que c'est pas très bien fichu ou qu'on avait vraiment. On n'a pas fait d'effort dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 80, tu as commencé à faire des trucs spécifiquement. Ça commence à être un peu travaillé, ouais. Au-dessus de 80, tu vas commencer à avoir besoin d'optimiser tes images et de les au-delà de les retailler, hein, même de leur taux de compression pour qu'ils soient pile poil, etc. Donc ça commence à être un peu, un peu fin pour traiter tout ça. Mais ça c'est des choses que tu fais pas pour des petits sites. Ah oui, parce que il n'y a pas ça aura pas de gain en fait. Hein. Surtout ça, hein. Ça aura pas dans. Non, c'est pas ça. C'est surtout que tu fais les petits sites, il n'y a pas beaucoup de budget. Et quand il n'y a pas beaucoup de budget, bah, du coup, dans le budget, tu n'as pas prévu de passer du temps à faire autre chose, c'est-à-dire les optimisations, que à construire ton HTML pour faire tes pages web. Ouais, c'est clair. Je me dis que c'est vrai que tu vois, quand tu construis un petit site sur lequel il y a
l'enjeu Ouais. c'est principalement de la présence. Tu passes pas de temps dessus. Parce que les optimisations de performance, ça a vraiment un gain pour le client quand il y a beaucoup de trafic, Ouais, une quand- audience très forte. ouais. Et du coup, les enjeux sont différents et les budgets vont avec. Alors, nombre de domaines et max request par domaine. J'ai aucune idée de ce que veut dire cette stat, donc je te propose qu'on la passe. T'as une idée, toi? Ah non, c'est nombre de domaines différents par site. Ouais, bah là, typiquement, Bah, dans les là, le chiffre c'est c'est 16-17 sur 16-17, l'année. ouais, certainement. Donc dans les 16-17, bah, en premier, tu as Google Analytics, Ouais. donc ça te fait un domaine en T'as plus. Facebook. Tu vas avoir les pubs. Ouais, tu as Facebook, T'as Twitter, Twitter. tu as LinkedIn, Pinterest ou les trucs Les comme ça. Google, Donc ça les Google Cloud, peut-être, tu vois, là, toutes les Google Fonts que tu pourrais utiliser. aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Et puis Ça après, fait beaucoup ouais, quand si tu as même. 3 ou 4 régies pubs différentes, bah, tu y arrives vite à 6, je crois. Ouais, ouais. Alors après, tu as un deuxième chiffre, c'est que pour un seul de ces domaines, tu peux avoir jusqu'à 51 requêtes. Là, Ça, c'est le site. ça me paraît c'est le- énorme. non, mais ça, c'est pas le, ça, c'est le site principal, non? C'est le site que tu visites. Ah, bah, Tu vois, ouais, peut-être. c'est Bah, vrai, j'imagine je que sais c'est pas si ça. le site principal maintenant. Ouais. D'accord. Les ressources cachables. Alors, mise en cache, pardon. Ah, d'accord, c'est pas cachable Que tu disponible. peux. Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle que tu peux mettre en cache. La moitié, quoi. Donc, il y en a tout. Ouais, c'est entre 45. Ça a un peu augmenté. On est passé de 45 à 47%. On sent que la tendance est à la hausse, mais lentement à la hausse. Faut être clair. Utilisez votre cache navigateur, mon Dieu. C'est quand même pas compliqué à faire. Et c'est vrai que ça fait gagner ça fait gagner plein de choses. Alors, ça, c'est rigolo. L'utilisation des Google Library API. Donc, ça, c'est tous les jQuery, les parce que les prototypes et éventuellement d'autres fonds que tu peux utiliser qui sont hostés, hébergés pardon, par Google. Et ben début 2014, on était à 37% de sites qui les utilisaient et on est passé à 47% de sites qui les utilisaient, donc ça a quand même bien progressé. Je sais pas, t'as tout le temps le réflexe toi de les mettre? Je sais pas, moi je le fais pas tout le temps, ça dépend un peu. Parce que je me dis, je sais pas, enfin, je le fais pas systématiquement en fait. Toi tu le fais? Tu le fais systématiquement? C'est vrai, je sais plus. Ça dépend. En fait, ça dépend quelle techno tu utilises, hein. Oui, Typiquement, d'accord. si tu fais du WordPress, généralement. Là tu les auto-héberges ou pas, enfin ça dépend un peu. Enfin moi c'est. Je sais pas. Ça dépend. C'est vrai que je me suis pas fixé de règles, soit de les utiliser systématiquement, soit de pas le faire. Les deux réflexions, moi je pense qu'en 2014, quand je me pose pas la question, j'ai plutôt le réflexe de l'utiliser en fait. Tu vois, maintenant que j'y réfléchis, je me dis, tu vois, quand je me dis, bon, il me faut un jQuery, je vais plutôt aller le prendre soit chez Google, soit chez la version hébergée de. Bah, quand c'est toi qui écris la ligne dans ton HTML, Ouais. dans ton header ou Oui, proche oui, de quand la je fin de fais, ton quand je fais document, quand j'intègre quand une c'est toi page, qui ouais. l'écris, oui, à ce moment-là, je pense que Ouais. tu penses, mais typiquement, dès que tu fais du WordPress, bah, il est déjà disponible, donc je pense pas le. Oui, alors ça c'est encore. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il Non, faudrait que ce soit intégré directement à ce niveau-là, ouais, directement par les CMS. c'est clair. Bah, Déjà, tu t'intègres ça dans le WordPress, tout de suite, tu passes de 47 à 77, je pense, hein. Le nombre de Euh, sites qui tournent sur WordPress. Ah oui, c'est clair. Ah, si vous voulez devenir si vous voulez faire un plugin populaire, il y a peut-être une idée malin là, à faire un truc qui transforme tous les jQuery en des jQuery hostés par Google, ça tracerait un Non, peu. ça existe, Je hein. crois que C'est pas peut-être. fort rare. C'est peut-être pas, du coup, ça va peut-être pas être Google Libraries particulièrement, mais Oui, ce serait plutôt un Max CDN ou un truc comme Peut-être. ça, quoi. peut-être. Alors des sites avec Flash, il y en avait 29% au début de l'année 2014, on est arrivé à. Ça baisse progressivement jusqu'à descendre à 23 en début 2015. Bon, ouais, bon, pas de surprise. Enfin, il y en aura toujours, hein, de toute Ouais, façon. il y en Ne aura serait-ce que toujours. les sites qui font des jeux. Ouais, Enfin, bah, toujours, peut-être ça- pas, mais on en a encore pour 10 il y en a piges, quoi. encore. C'est probable. Ou peut-être pas, mais peut-être dans les Non, mais c'est clair. encore 4-5 ans, on va rester à ça, ne serait-ce que aussi après, t'as les pubs. Ah, des sites avec des custom fonts, hein, ça c'est cool. On Ah, passe. tiens, de plus en plus. Ouais, il y en a de plus en plus. Donc, 37% des sites avaient des custom fonts, maintenant 48%. C'est vrai que c'est devenu super courant maintenant d'avoir des fonts custom, notamment grâce au Google Font où il y a plein de fonts dispo que tu peux utiliser, etc. Ou même quand tu les refais toi-même. Enfin, moi, il m'arrive d'utiliser des fontes produites pour le web spécifiquement pour certains sites. Donc c'est vrai que. Alors ça, c'est une petite déception parce qu'on voit quand même que les ressources. Ouais, non, ça change pas vraiment. Les ressources compressées, donc tout ce qui est
Bah, globalement, c'est du gzip, hein, j'imagine que c'est ça, c'est de cette techno qu'on Ouais. parle. Donc, que ce soit les CSS, les JS, etc., ou le HTML, bah, on passe de 79-78%, on monte à 80 au milieu d'année, puis on redescend à 79-77 en fin d'année. Bon, en gros, c'est stable autour des 80%, Ouais, là, c'est plutôt bien. Ouais, mais en plus, la différence qu'on voit, c'est peut-être la marge d'erreur Ouais, c'est clair, de la stat. Hein. c'est probable. Et donc, de requêtes HTTPS, alors on voit que ça progresse, et bon, ça bouge jusqu'en août 2004, août, hein, ouais, août 2014, c'était à peu près entre 8 et 9% des requêtes qui étaient en HTTPS. Et alors, sur le mois d'août 2014, ça monte et ça passe à 12% et ça continue à monter. Est-ce que c'est à ce moment-là que Google a dit, au fait, c'est mieux, tu crois Je qu'il y a, pense, il y a un effet comme ça? Moi, je verrais bien ça. Mais du coup, voilà, donc c'est intéressant de voir que les requêtes HTTPS croissent. Et rappelez-vous, on vous en a parlé dans la section veille, vous avez des outils pour le faire. C'est vrai que bon, c'est vrai qu'on a c'est plutôt bien de le faire. Ça coûte cher, ça encore, les certificats? Bon. Non, c'est pas très cher. Non, non, c'est pas. Et d'ailleurs, on a parlé d'une initiative Oui, qui avait pour but 2015, de les rendre gratuits. Donc ça va arriver. Donc c'est vrai que ça remonte un peu la sécurité de. Il me semble qu'à un Pour moment, ça l'utilisateur. coûtait cher et je pense que Non, ça maintenant fait c'est plus des très gens- cher. Hein, c'est le prix d'un petit hébergement mutualisé. C'est un truc que tu Ah ouais, rachètes tous les ans. Ouais, c'est une centaine d'euros à l'année de mémoire. Moi j'ai ça comme prix en tête. c'est pas cher, effectivement. Les pages en erreur, bon, on est toujours autour des 35% des pages en erreur. Donc, pages en erreur, c'est les 400 et 500. D'accord? Donc, 404, 503 et toutes les autres. Les pages avec des redirections, on était à 70% au début de l'année, on finit à 74%, donc ça augmente. Donc, c'est 301 et 302 mélangés. Je sais pas quoi penser de ça. De plus en plus. Bah ouais, les mecs refont leur site, donc du coup ils maintiennent leur référencement, donc ça augmente le nombre de sites avec des trucs en redirection. Bon, je vois. Ah non, à mon avis, c'est. Non, je crois que c'est pas ça. Non, c'est là, t'es en train de dire que t'as 75% des pages sur le web qui font des redirections vers autre part. C'est pas ça, là, Non. c'est le nombre de requêtes qui sont faites une fois que t'as chargé ta page, tu sais, vers des images, des vidéos YouTube ou de trucs qui ont des redirections. Et là, ça me paraît logique parce que tu vas avoir des CDN qui vont te rediriger automatiquement à partir d'une URL sur, tiens, la dernière version de jQuery. Donc ça va être ce genre de truc plutôt. D'accord. Ouais, tu vois, c'est le page redirect, c'est le nombre de sites qui ont au moins Ah oui, ça. personne Qui ont au moins une redirection dans dans la page qu'ils affichent. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'une page web. Non, attends, c'est-à-dire que dans une page, il y a pages, Quasiment les trois quarts de. des trucs qui vont avoir un accès à une redirection, c'est quand même, Ouais. ça me paraît fort comme truc. Bon. À regarder, mais en tout cas, ça croît. Non, Et, moi, tu vois, typiquement, quand tu charges quand tu mets Google des- Library, tu vas avoir une URL pour charger jQuery. Ouais. Et quand tu vas l'appeler, lui, automatiquement, il va dire, ah bah tiens, tu veux jQuery, cette URL, ça correspond à la dernière version. Et donc, automatiquement, c'est une redirection vers l'URL qui pointe sur la dernière version de jQuery. D'accord. Donc, Non, c'est je même comprends. plutôt une bonne chose qu'il y en ait. Mais après, Ouais, mais c'est pas je suis gênant. un peu étonné aussi qu'il y en ait autant. mais- Ça me paraît beaucoup, ouais. Mais bon. Et pour terminer, on va conclure avec les CDN et les sites qui hébergent leur HTML sur un CDN. Quand même, enfin, moi je l'ai pas vu couramment. Je sais pas si toi tu vois souvent, mais moi non. D'ailleurs, là, on est à 10%. On est qu'à 10%, donc voilà, on sait que c'est court et ça n'a pas bougé en gros sur toute l'année. Donc voilà, donc Ah, là, ça commence à être assez avancé encore, l'utilisation des CDN pour le HTML, ouais, on a l'habitude pour les images, les CSS, les Ouais, JS, mais tout ça. c'est facile à on a faire. Pour la l'habitude. HTML, je pense que c'est plus avancé. Et je sais pas si on peut faire un retour sur la page Ouais. d'avant, pour revenir tout en haut. Et puis là, on a vu les chiffres entre 2014 et 2015, 2015, mais ouais. apparemment, on peut démarrer Ouais, on beaucoup peut plus tôt que remonter ça. beaucoup plus tôt et tu veux aller jusqu'à. Ça démarre à 2010. Bah, viens, regarde. Ouais, 31 janvier 2011. Submit. Et là, à mon avis, les chiffres, ils vont être. Donc, déjà, on voit qu'ils analysent beaucoup plus d'URL. Et là, par contre, la taille des pages, enfin, le poids des pages, il a été multiplié par. T'imagines, en début Quasiment par 2011, trois. ouais, on a fait x3. Bon, en même temps, Fois deux et demi. pas de surprise. Non, par contre, le nombre de requêtes, on en a rajouté 20, quoi. Ouais. 20 requêtes au total.
Le HTML, il a grossi à fond. Le JS, il a fait x3 aussi, il est passé de Ouais. 100 à 300. Voilà, c'est normal en même temps. Le CSS, il a fait x2. En combien on dit? En combien d'années? Ah, merde. En 4 ans. En 4 ans. Bon, par Putain, contre, du coup, c'est marrant, voilà. les fontes ont explosé, hein. Ouais, et par contre, tu vois, le Flash, lui, il a. Il est plutôt en chute. Ouais. Mais ça bouge vachement en fait. T'as vu, c'est pas du tout une croissance. Il y a des Ouais, pics et mais tout. bon, C'est un tu peu. vois, il suffit que t'aies une pub qui passe beaucoup Ouais, sur bien tous les sûr. sites. Le mec, il a raqué à mort, il a foutu une vidéo dedans. Donc, bah, voilà. C'est clair. Les Euh, fontes, bah, ouais, on est passé de quasiment rien à. de 0 à Ah, 74, on ça a fait. fait plus. On a fait, on a fait, On a ouais, fait fois 74, soit fois 70. beaucoup, fois beaucoup. C'est Donc, clair. ouais, là, mais ça, c'est pareil, c'est normal, c'est pas Dans étonnant. requête TCP, le page view. Ah, c'est marrant, le page view, il a plutôt tendance à baisser. Bah, ouais, Alors qu'en parce que c'est début de plus en d'année, plus lourd, bah, c'est c'est de de plus plus en en plus plus de riche, hein, donc requêtes. du coup c'est plus compliqué, évidemment. Enfin, pas de surprise, on est passé de 85 en début 2011 à 78 aujourd'hui. Donc bon, le doc size, le nombre de domaines, on passe de 11 à 18, ouais. Les ressources mises en cache, ça n'a pas beaucoup changé. Les Google Library qui montent en popularité, c'est x3. soit 3. On voit que les sites qui utilisent Flash chutent, ils Divisé ont par perdu deux. 20%. Ouais, Non, divisé 20 par 2. points, ouais. Les custom fonts ont explosé aussi. Ouais, voilà, bah, ça va avec le reste, en fait. Les ressources compressées, les requêtes HTTPS qui progressent lentement, les erreurs qui n'ont quasiment pas bougé, les redirections qui montent un petit peu de 60% à 75%. Ouais, Bon. Et le site avec leur domaine principal en HTML, en fait, ça a démarré en. Alors là, est-ce qu'on arrivera à le trouver ça? 15, non, je ne saurais pas dire quand ça a démarré. Non, on ne saura pas. Ça a démarré. Voilà, ouais. En tout cas, on voit que effectivement, on a eu. Ouais. C'est surtout les ressources statiques qui ont augmenté finalement, hein. C'est Ouais, JS, bah, CSS, effectivement. c'est elles qui ont fait le gros du boulot, hein. Donc voilà, c'est effectivement, ça a beaucoup augmenté le poids des pages. C'est ce qu'on en retient. Ceci dit, notre réseau est de plus en plus gros et performant également, hein, donc ça contrebalance ce problème-là. Mais voilà, donc tout ça pour dire, en cette période de début d'année où on va tous démarrer un régime pour absorber les excès de calories de la fête de fin d'année, et bah nos pages web aussi ont besoin de faire la même chose. C'est ce que pourrait conclure là-dessus. Mhm. Ouais? Ok, très bien. Allez, passez vos pages web au régime et on enchaîne avec la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, on vous parle d'un site qui s'appelle Responsinator, qui fait un truc assez simple, c'est-à-dire qui vous permet de saisir l'URL de votre site web et ça va vous présenter votre site web sous les différents formats de mobile, tablette, en format landscape, alors essayez-moi, paysage et portrait, merci. Donc voilà, donc du coup, alors là j'ai ma machine qui rame à mort, donc évidemment c'est galère pour vous le montrer, mais en gros voilà, ça vous permet de montrer, d'illustrer, de voir Ouais, mais rapidement. forcément, parce que t'as tous les formats sur la même page. Je viens comprendre que le truc il galère. Il Quoi. galère un peu, c'est clair. Il y en a trop là. Et donc du coup, alors évidemment, moi je trouvais ça cool parce que ça permet de montrer à un client comment le site qu'on a fait ressort, s'affiche sur les différentes tablettes. Donc là évidemment on a vu la debug room, hein, c'est pas de secret, mais du coup ça permet de voir un peu que lui puisse, plutôt que de lui faire des screenshots de tous les écrans ou lui faire des trucs avec le Google, le Chrome DevTool, me dit tiens ça peut être cool de balancer ça et puis de lui, il fait un petit check rapide comme ça, il vous fait 2-3 retours, et puis comme ça, vous avez une petite idée un petit peu de comment ça rend sur les différents formats de tablettes. Moi, je trouvais ça sympa, surtout pour partager avec son client. Mais voilà, évidemment, pour les développeurs, pour développer, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Ouais, carrément. Carrément pas. Mais voilà, je trouvais ça cool, parce que c'est vrai que pour partager avec mon client, je trouvais ça sympa. Après, faut faire gaffe, parce que ça, du coup, ça doit pas du tout changer le user agent. Donc, si ton site il se sert d'une détection sur User Agent pour savoir quelle version du site affichée, ça marchera pas. Ouais, non, je pense pas que Ça, à mon ça. avis, c'est juste une iframe. Hein. Oui, Une iframe, probablement. tu fais avec
avec la largeur spécifique. Ouais, non, mais Une clairement. hauteur spécifiée. Quoi. Si j'arrive à cliquer sur un truc, je pourrais te répondre, mais Non, il est mort ton ordi. Là. tu me l'as tué. Bon, voilà. Donc, c'était. On avait que ça dans la toolbox, une petite toolbox, un petit peu, voilà, un petit peu au régime également, elle aussi, hein, pour enchaîner avec la fin du dossier. Voilà, donc, bon, moi je trouvais ça intéressant. Développez pas avec, hein, faites pas les cons. Par contre, clairement, si vous avez besoin de montrer un petit peu comment votre site rend sur tous les formats de tablette à un client, bah, c'est un bon moyen de partager ça avec quelqu'un. Et tu vois à quoi il ressemble le Chrome DevTools qui te permet de bosser sur les versions responsives de ton site? Allez, vas-y, on va leur montrer. Parce que là, pour le coup, là, c'est vraiment top pour les développeurs. Bah, on y va. Parce que j'en ai marre de voir les gens redimensionner leur navigateur. C'est pourri de faire ça. Tu vois. Ça marche, on va dire, hein, mais bon. On parle de ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, alors, moi, je sais que ça existe en Chrome. Je sais que c'est bien fait dans Chrome. Enfin, je trouve que c'est bien fait dans Chrome. Je sais pas si ça existe autre part. Si, ça existe en Firefox aussi. Ouais, mais je sais pas s'il existe de la même façon, tu vois. Donc, Mais non, en fait, ce qui est bien. Alors, recherche la page. Ah ouais, ton ordi est en train de mourir. C'est que tu vois, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'aide que tu as en haut. Donc, entre la barre où on choisit son device, etc., et le site en lui-même, on a une bande métrée, en fait, avec une sorte une règle, quoi. Une règle en pixels, ouais. Et on voit sans graphiquement et en couleur quelles sont les différentes media queries qu'on a. Donc, du coup, tu vois, tu peux directement aller cliquer dessus et voir tes media queries, et ça va redimensionner automatiquement ce que tu vois, enfin ton site en fait, aux tailles que tu as prévues dans tes media queries, et c'est beaucoup plus pratique à manipuler, je trouve. Quoi. Ah oui, et là du coup, donc ça en orange, c'est toutes les différentes media queries, les autres media queries que j'ai. C'est ça. C'est ça. Donc là, moi j'en ai que on a que une en fait. Non, là t'en as deux. Ah, t'as deux grands, t'en as même plus que ça. C'est juste que comme ton écran est pas très grand, du coup il va pas te mettre 50 lignes, tu vois. D'accord. Ah. Tu vois, et là, pour le coup, tu vois, tu peux modifier ton user agent super facilement avec les devices qui sont déjà renseignés. Et un truc qui peut être sympa aussi, c'est que tu as même une option pour simuler en fait une lanterne réseau, voilà. Du GPRS, de l'Edge, de la 3G, du Wi-Fi, du 4G. Du 4G non, je vois pas le 4G. Non, mais tu vois, avec 4G et Wi-Fi, c'est pareil. Ouais. Enfin, peut-être pas Wi-Fi, mais 4G et DSL, c'est-à-dire 2 mégabits. Ouais, 2 mégabits, t'es en 4G. C'est un peu la même chose, quoi. C'est clair. Et ça te permet de voir si ton site il charge vite ou pas vite. Et notamment, c'est marrant de charger ton site en mettant. C'est quoi le plus bas qu'on a dans la section network? Ah, pardon. En étant en GPRS. GPRS, donc GPRS, mine de rien, c'est 50 kg. Et là, ça vous permet de voir un petit peu l'étendue des dégâts. Il met 3 quarts d'heure à se charger. C'est clair. Après, c'est pas grave. Aussi, et c'est là où tu te dis, punaise, faut que je mette mes ressources en cache parce que, mon Dieu, le réseau, c'est une catastrophe. En plus, ouais, je dis 3 quarts d'heure, mais là, on le voit pour ceux qui sont en vidéo, il a pas mis tant de temps que ça. Il a mis entre 15 et 20 secondes, disons. Ouais, voilà. Donc, c'est pas si long que ça, finalement. Mais parce qu'il y a plein de choses en cache, donc en vrai, il cherche pas grand-chose. Ouais, mais après, si t'as une option dans les DevTools qui te permet de dégager le cache. Ouais. Dès que si je clear le cache et que je recommence, à mon avis, ça va être une autre histoire. Parce que la Debug Room, il y a des vidéos, il y a des images, ça va y aller, à mon avis, ça y va. Là. Ouais, clairement, moi, c'est un conseil que je donne. Dans les Chrome DevTools, vous allez voir dans les options, il y a une option qui te permet de désactiver le cache quand les DevTools Disable cache with while DevTool is open. Tu te poses pas de questions sur le cache. Le cache du truc, effectivement. Bon. Bah, voilà, je pense qu'on en avait déjà parlé. Hein, mais non, c'est clair, mais c'est ça que les développeurs doivent utiliser. Pour développer les Chrome DevTools avec la petite icône. L'équivalent chez Firefox. Hein. Ouais, carrément. Et si vous voulez, pour montrer à votre client comment vous avez bien travaillé, Responsinator, c'est toujours pratique pour lui montrer à quoi ça va ressembler. Sachant que lui, il va faire des tests sur sa tablette, etc. aussi, mais au moins, tu peux. Il n'a pas besoin de faire des tests rapidement pour montrer à votre boss. Hein. Ok, bon, et écoute, ça conclut la toolbox et on enchaîne avec la zone 404.
en avant dans la zone 404. Et dans la Toolbox, on vous parle d'un post qui a été fait par François-Guillaume Ribro, qui nous propose, alors là les amis, si vous n'êtes pas en vidéo, ça va être compliqué pour vous à vivre, mais globalement, c'est un console.log avec dedans, écrit Happy New Year, et, faut être honnête, une suite de caractères avec des tildes, des plus, des crochets, des virgules, des moins, des trucs un peu bizarres. Ouais, peu orthodoxe, on va dire. C'est ça, des trucs. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on prend ce machin et qu'on se le colle dans la console, et ben en fait, ça écrit 2015. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est rigolo. Donc, on s'est bien marré. Mais s'il y en a parmi vous qui comprennent comment ça a été fait, bravo à lui. Moi, le seul opérateur que je comprends pas, c'est le tilde. Il faudrait que je regarde ce que ça fait, le tilde en JavaScript. Mais voilà. Donc, bon, ça peut être intéressant. Mais si vous avez envie de vous faire un petit peu un petit défi JavaScript, bah, à vous de décortiquer le comportement, comment fonctionne cette petite fonction en JavaScript. Hein, c'était un peu ça, nous on n'a pas compris. Parce que, hein, bon, on n'a pas cherché, hein, mais on n'a pas compris. Hein, faut le dire. Ouais, carrément. Faut le dire, hein, on n'a pas compris. Bon, on va enchaîner avec un truc un peu plus simple qui est une petite drum machine. Alors, raconte-nous ça, Teddy. Qu'est-ce que c'est? C'est une démo qui a été faite en Meteor exclusivement. Meteor, on en avait déjà parlé dans un dossier, mais oui, c'est une drum machine. Donc ça fait du bruit quand tu appuies sur play. Et Meteor, pour faire simple, on va dire, c'est un framework front-end JavaScript. Absolument. À la Angular Ember.js. Et voilà, là c'est une démo où le mec il a fait une drum machine. Donc une drum machine, c'est un. Ah oui, sur chaque ligne, il y a un type de son. Il y a un type de son et tu dis, tiens, j'active ce son-là, cet endroit-là, à cet endroit-là, et après tu fais play, tu as un curseur qui passe sous chaque ligne et qui va jouer les sons. Qui va jouer les sons au moment où le curseur passe dessus. Donc c'est, comme d'habitude, hein, c'est des démos que j'aime bien montrer pour que vous alliez voir après derrière comment ça a été créé, comment ça a été écrit avec la techno. En plus, il y a un GitHub, vous pouvez y aller. Voilà, donc, pour ceux que la techno intéresse, allez voir. Et sinon, en fait, c'est assez marrant à jouer un petit peu avec Ouais, je l'ai fait un petit peu de rythme. Le seul truc qui manque, c'est un bouton reset pour désactiver tous les. Ah, pour remettre tout à zéro et recommencer. Exactement. Je comprends. Parce que là, on a déjà une démo qui est assez compliquée. Il faut tout décocher pour remettre pour faire cette petite composition. En même temps, c'est une démo, on va pas. Mais voilà, en plus avec Meteor, c'est hébergeable gratuitement sur un sous-domaine. Donc c'est marrant et c'est un bon moyen, je trouve, de découvrir Meteor sans s'embêter avec une techno back-end derrière que potentiellement on ne maîtrise pas. Absolument. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus, à part que c'est une démo sympa pour aller voir comment ça marche. Yes. Et puis après, on a un peu la même chose, sauf que là, c'est en WebGL. Ah, yes. Toujours pareil, hein, c'est encore une démo dont on peut aller voir le code si on a envie. Mais c'est juste que là, ce qui est marrant, c'est que contrairement à souvent d'autres démos, là, on peut faire des interactions sur ce qui est dessiné en WebGL. Donc là, Claire, pour expliquer ce qu'on voit dans la vidéo à ceux qui l'ont pas. C'est une tête de dinosaure dessinée en 3D. Crocodile, moi. Ah, c'est peut-être un crocodile. Ouais. C'est vrai que c'est un crocodile qui a une tête de. Ouais, c'est un crocodile, mais à la mode Minecraft, hein, donc c'est en mode tout carré. C'est ça. Et voilà, en fait, on a 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 6 expressions préconfigurées. Non, 5 expressions préconfigurées, donc quand on clique, ça fait l'animation, et puis après, on peut même la manipuler manuellement. Donc c'est une démo qui permet de voir comment ça a été dessiné, et surtout qui permet de comprendre un peu comment on peut faire des actions avec l'input des utilisateurs, au clavier ou à la souris. Ah oui, ok, je comprends. C'est pour ça que je trouvais qu'elle était intéressante la démo, c'est pas juste, voilà, ça fait des trucs jolis et puis on tourne autour avec la souris. C'est que là, on peut vraiment manipuler l'objet en lui-même. C'est animé, ouais, d'accord. Ça pourrait être un exemple de comment on manipule un bonhomme dans un jeu en WebGL. Ouais, c'est intéressant. Comment on écoute les événements du clavier ou de la souris et comment on fait pour que ça agisse ça interagisse avec le WebGL. C'est clair, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Allez, on finit avec un truc un poil vieux puisque ça parle de 2013. Alors là, mon Dieu, 2013 c'est la fin, mais moi j'ai trouvé ça vraiment marrant. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Qu'est-ce que c'est vieux. En gros,
Bon, c'est une petite histoire rigolée, rigolote, pardon, pas rigolée. C'est un site qui a gagné plein de awards, de CSS, FWA et autres. Faut dire qu'il est quand même super joli. Il est super bien fait. Et en gros, voilà, c'est un site en animation scrolling. Donc plus vous scrollez, plus l'animation va vers le bas. Et en gros, ça nous raconte l'histoire du passage du web design du web design en réalisme, donc basé sur le fait que ça ressemble à la réalité, au flat design. Donc c'est une histoire d'un roi qui représente le réalisme et qui se fait détrôner par un jeune chevalier machin bidule. Et au final, bon, la conclusion c'est bon, voilà, l'un ou l'autre finalement, faut faire son choix, mais il n'y a pas de combat à avoir. Enfin, bon, c'est un truc un peu machin. Mais l'histoire est rigolote. Le site web est hyper bien réalisé. Enfin, c'est pour ça qu'il a eu autant de Ward. Et donc voilà, donc moi j'avais trouvé ça vraiment cool comme démo technique pour voir un petit peu le genre d'animation qu'on peut faire avec du scrolling. Par contre, on va arrêter avec avec ma machine. Oui, bah, elle est un peu fatiguée, je suis désolé. Et elle a beaucoup travaillé cette nuit. Et donc voilà. Donc bon, c'est assez cool. Allez voir ça, ça s'appelle flatversusrealism.com. Et c'est vraiment sympa à regarder. C'est un joli petit conte de fées pour designer. Ouais, clairement. Très clairement, faut savoir, c'est sorti en 2013, c'était à une époque où Apple, typiquement, ils faisaient encore du skeuomorphisme. Alors, je suis incapable de l'écrire, ce truc-là. À part la partie morphis, ça dirait, alors skeuomorphisme, je crois que c'est SKE en fait. Ouais, bon. Je crois, mais bon. Mais voilà, Apple, ils faisaient encore ça, et en face, il y avait le flat design qui commençait à arriver, notamment grâce à l'interface métro de Windows, dans le Windows Phone. Et c'est sorti à ce moment-là, donc ça permettait de montrer aux designers, regarde les différences qu'il y a entre les deux, et généralement ils se rendaient compte qu'effectivement c'était beaucoup plus. Non, c'est vraiment cool. Au milieu du truc, il leur parle parce qu'il est vraiment ultra graphique. C'est clair. Il est ultra. Non, il était vraiment top ce site. C'est clair. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir à la fin de cette debug room, n'hésitez pas à aller visiter Flat versus Realism. Vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. Et ça conclut notre zone 404. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à dans 2 semaines. Ouais, c'est ça.